Bonjour Célia Belin. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes directrice de l'ECFR, European Council on Foreign Relations, le Conseil européen en relations étrangères. Vous êtes chercheuse invitée à la Brookings Institution à Washington. Nous sommes le 6 mars, à 8 mois quasiment, jour pour jour, de la présidentielle américaine qui aura lieu le 5 novembre prochain. Est-ce qu'il peut y avoir une autre affiche que celle qu'on va découvrir pour le 5 novembre prochain ? Et sinon, s'il n'y a pas d'autre affiche possible que celle Biden-Trump, pourquoi on se retrouve dans le même scénario qu'il y a 4 ans ? Alors non, il n'y aura pas d'autre affiche, à moins qu'il y ait un pépin de santé pour l'un ou l'autre des candidats qui sont fort âgés. On est face à une répétition de 2020. Pourquoi ? Parce que ce côté républicain, l'emprise de Donald Trump est toujours très forte sur le parti républicain. Il a souffert de l'action de l'attaque du Capitole du 6 janvier et on a cru qu'il ne reviendrait pas. Il est revenu en force en 2023. Et de l'autre côté, les démocrates se sont posé la question pendant les 2 premières années de mandat de Joe Biden de savoir si ce serait, comme il l'avait dit, un président de transition. Mais aux élections de mi-mandat de 2022, il y a eu un assez bon score, un plutôt moins mauvais score pour les démocrates. Et Joe Biden et sa Maison-Blanche se dit, c'est parti pour la réélection. Et donc, il est impossible de changer. Le système est fait, est polarisé, est ankylosé, est fait pour que ces deux-là, finalement, repartent pour un tour. Et on va voir dans un instant, on va essayer de décrypter comment ça peut se passer avec cette affiche dont les Américains nécessairement ne veulent pas vraiment. Mais avant cela, on va écouter Donald Trump qui a donc remporté, à l'heure où l'on se parle, 13 des 15 États qui a organisé dans la nuit pour ce Super Tuesday une primaire ou un caucus. Résultat, sans surprise, là encore, on va y revenir. On l'écoute et on en reparle juste après. Armel Charrier nous rejoint. Nous avons un grand parti républicain avec des talents incroyables et on va avoir de l'unité, cela va arriver très vite. Le succès va apporter de l'unité au pays comme ça s'est passé avant. On avait la meilleure économie jamais vue dans le pays. Tout le monde voulait être ensemble, les Afro-Américains, les Américains d'origine asiatique ou hispanique. Les femmes, les hommes, les personnes diplômées des meilleures universités ou au contraire les personnes qui n'ont pas fini le lycée. Toutes les communautés allaient mieux que jamais auparavant et c'était une belle chose. Notre pays s'était rassemblé. Super Tuesday, super soirée pour Donald Trump. Rebonjour Armel Charrier. Vous nous avez rejoint pour cette discussion. On va rappeler, Armel, peut-être le fonctionnement de ces primaires républicaines et démocrates aux États-Unis. Il s'agit pour les candidats à l'investiture de recueillir un nombre suffisant de délégués pour être désignés au moment des conventions qui n'auront pas lieu avant l'été prochain. Oui, absolument. C'est la politique américaine. C'est ces primaires qui, à un moment donné, avaient tellement fait envie à des partis en France. Rappelez-vous, on parlait de comment est-ce qu'on fait des primaires, c'est-à-dire comment est-ce qu'on dégage finalement un candidat unique qui va aller ensuite à l'élection présidentielle. Pas forcément très bien passé d'ailleurs. Ça s'est pas forcément très bien passé parce que nous, on avait tendance à amener plus de candidats, mais c'est la logique effectivement américaine. Elle est là. Elle est d'avoir un calendrier qui est très calibré en fait, où du coup vous avez une campagne qui se fait dans les partis et qui permet en fait après d'avoir une élection d'un certain nombre de délégués, et quand vous avez dépassé en fait les 50%, et bien dans ces cas-là vous pouvez être le candidat unique du parti. Donc ça vous donne généralement une bataille assez forte dans le cadre du parti, et aussi en fait pour l'autre parti qui regarde en face, il entend en fait ce qui ne va pas, parce que lorsque vous avez des affrontements dans les primaires, et bien d'un seul coup vous entendez que le parti est bon sur la question économique mais il va être moins bon sur une question judiciaire, ou que tel candidat va être un personnage charismatique, va se réveiller ou pas du tout. Alors c'est vrai que du coup celles-ci elles sont un peu j'allais dire décevantes, parce que finalement l'affiche elle est pliée très vite puisqu'on parle de Trump et de Biden. Alors, elle est pliée très vite. Maintenant, on travaille sur l'actualité. On n'est pas à l'abri de n'importe quoi. C'est-à-dire, on a des questions de procès, on a des questions de santé, on a des questions d'opportunité. Enfin, vous avez une multitude de choses qui font que, du coup, ce qu'on dit va être totalement contredit. Mais c'est vrai que ce Super Tuesday, qui est un point d'orgue dans les primaires, parce que vous avez 15 États qui votent et que vous avez plus de 30% des délégués qui sont désignés, ce Super Tuesday, généralement, on l'attend toujours avec, avec un petit
un petit goût savoureux en se disant qu'est-ce qui va se dégager. Bon, là, on avait effectivement d'ores et déjà un goût plus précis. Ouais, la conséquence de ça, c'est que la campagne, en réalité, hors des partis, a déjà commencé depuis plusieurs semaines, hein, le duel étant déjà désigné avant même d'ailleurs ce Super Tuesday. Et là, on le disait tout à l'heure, Célia Belin, il se passe quelque chose de remarquable, ce rematch qui ne fait rêver aucun Américain. Non, quand on sonde les Américains, ils disent qu'ils ne sont pas enthousiastes, qu'ils sont là, qu'ils n'ont pas envie de ces deux candidats. On a même 20% des Américains qu'on appelle les double haters, c'est-à-dire qu'ils détestent les deux. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, voilà, les ni-ni. Et ceux-là, on ne sait pas encore. Évidemment, ils sont ceux qu'il faudra mobiliser. Peut-être qu'ils resteront chez eux. Peut-être qu'ils peuvent se mobiliser contre l'un ou contre l'autre. Mais dans tous les cas, cela peut signaler une campagne très longue. C'est une des plus longues de l'histoire américaine parce que ce sera 10 mois de campagne générale. On sait déjà qui sont les deux candidats, alors qu'il n'y a pas d'enthousiasme. Ça peut amener à avoir une campagne qui est dominée par d'autres sujets. Mais ce qui est clair, c'est que Donald Trump, le spectre de Donald Trump faisant son retour étant déjà tellement présent, ça a déjà des effets en politique. Ça a des effets en politique étrangère, on le sait, sur la guerre en Ukraine, par exemple. Ça a des effets en politique intérieure avec Joe Biden qui est focalisé sur la question de la démocratie et du vote barrage. Et donc, à partir du moment où, quand on le sait, le prochain président américain, c'est pas avant janvier 2025 qu'il prend ses fonctions. Ça semble extrêmement long pour avoir cette campagne ultra dominée par Donald Trump et Joe Biden. Les protagonistes sont les mêmes, mais ils ne sont pas les mêmes qu'il y a 4 ans. En quoi ils ont changé, diriez-vous? Qu'est-ce qui est substantiel dans leur changement? Bien sûr, Joe Biden, entre-temps, a été président. Ce n'est pas rien, il a un bilan à défendre. Et Donald Trump, vous le qualifieriez, il est plus radical encore qu'il y a 4 ans? Non, Donald Trump n'a globalement pas changé. Quand on se souvient de son discours de 2015 où il descendait l'escalator de la Trump Tower et qu'il parlait des Mexicains comme étant tous des violeurs et des criminels, il n'a pas changé de rhétorique. Ce qui a changé, c'est le système. En 2016, quand il a gagné, puis en 2017, quand il a pris ses fonctions, c'était un homme relativement seul, qui était entouré de son clan et de quelques conseillers déjà fans, mais avec lui, il y avait des républicains assez classiques qui sont rentrés dans l'administration et qui ont fait une politique assez relativement classique et qui ont fait barrage au Trumpisme. Ce qui a changé là, c'est qu'entre les 4 ans où il a été à la présidence et puis surtout les 3 dernières années dans l'opposition, il y a un mouvement qui s'est créé, le America First, l'Amérique d'abord, de nom de son slogan, qui a même un think tank, le America First Policy Institute, qui a infusé partout dans le monde de Washington, le monde intellectuel américain, mais aussi dans la base militante, et qui revient en force déterminée à appliquer le Trumpisme. Et donc tout ce que disait et a toujours dit Donald Trump sur l'immigration, sur l'instrumentalisation de la justice, sur les alliés de l'Amérique, etc., on peut penser que cette fois, il déroule son projet. Armelle, ce qui est effectivement, comme disait Célia Belin à l'instant, très net, c'est que autant l'affiche ne fait pas rêver, autant à l'intérieur des partis, l'enthousiasme reste fort pour chacun des candidats, mais il est écrasant, l'enthousiasme chez les Républicains pour Donald Trump par rapport à il y a 8 ans même, ou il y a 4 ans. Oui, chez les Républicains, le rapport est certainement différent. Chez les conservateurs, il y a quand même cette question fondamentale qui est pour l'instant totalement tabou, qui est la question de l'âge et de la maladie potentielle, et aussi peut-être d'un certain nombre de ras-le-bal, parce que c'est effectivement un peu la même clique qui tient le pouvoir, j'allais dire. Mais côté démocrate, on n'a pas le droit de le dire. Alors que chez les Républicains, vous avez quand même, je pense, une fracture plus nette de gens qui sont contre Trump et qui veulent en fait avoir une image différente des Républicains. Et s'ils peuvent se le permettre, c'est justement parce que ceux qui suivent Donald Trump, finalement, ne s'en font absolument pas. Ils ne se cachent pas du tout sur la réalité de ce qu'ils pensent. Et que derrière Trump, il y a la volonté de se dire, on a loupé 4 ans, et si jamais on voit la capacité d'avoir Donald Trump président,
il faut embrayer sur la politique qu'on voulait mettre en place. Et c'est vrai que dans différentes chancelleries, ça, on entend pas mal. Quand on discute avec les uns ou avec les autres, là, quand j'étais, par exemple, à la conférence de Munich, c'était quelque chose qui était aussi, on en parlait assez régulièrement. Qu'est-ce qui va suivre, en fait, derrière Joe Biden? Est-ce que ça va être lui ou est-ce que ça va être Donald Trump? Pareil, j'ai fait un déplacement dans le cadre de l'OTAN à Bruxelles, et la question américaine était effectivement comment est-ce qu'on travaille avec Donald Trump. Donc c'est pour ça qu'il y a cette façon de pouvoir insister sur finalement quelle est la politique que veut Donald Trump et comment est-ce qu'il va l'envisager et avec qui est-ce qu'il va être entouré. Et ça, c'est pas la découverte en fait d'il y a quelques années lorsqu'il a été élu président. C'est comme si grosso modo tout le monde avait mordu la poussière à ce moment-là en se disant on l'avait pas vu venir et donc du coup on s'y préparait doublement. Mais derrière, il y a effectivement aussi le clivage d'une Amérique qui est extrêmement forte et c'est ça finalement qui est la problématique, je pense, numéro 1, c'est que cette Amérique qui est classiquement soit blanche, soit noire, c'est-à-dire qu'on est soit républicain, soit conservateur. On n'a pas tellement le choix d'avoir d'autres éléments aujourd'hui en possibilité. Là, plus que jamais, ça s'est mis en place. Et plus que jamais, effectivement, il y a un courant qui montre que l'Amérique, elle est un peu irréconciliable. Elle est complètement irréconciliable même. On peut même aller plus loin. Célia Belin, elle est encore plus irréconciliable aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 4 ans, qu'elle ne l'était au lendemain de l'assaut contre le Capitole? En fait, il y a un paradoxe, c'est que le système démocratique institutionnel américain est à bout de souffle et arrive avec sa logique de domination de 2 grands partis qui longtemps a fait sa force, c'était soit le démocrate, soit le républicain, impossible d'avoir un parti tiers, fait que déjà il y a à peine la moitié des Américains qui votent aux élections, même aux élections présidentielles, ils ont un désintérêt profond parce qu'en fait cette alternative, par exemple, dont ils ne veulent pas, il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autres candidats. On ne peut pas voir le type de transformation du système politique que nous, on a connu, par exemple, en 2017, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, tous les changements que ça a pu provoquer dans le paysage politique français. On n'a pas du tout l'équivalent aux États-Unis. Et du coup, ça empêche quand même un renouvellement générationnel. À la limite, le plus grand renouvellement qui s'est produit, c'est l'arrivée de Donald Trump, qui a transformé le parti républicain de l'intérieur. Mais à part ça... Qui n'est pas un genou non plus, d'ailleurs, Donald Trump. Il a 4 ans de moins à peine non, et puis qui est arrivé avec des ultra-conservatrices, en fait, d'extrême droite. C'est une sorte d'extrême droite européen appliqué à l'Amérique, qu'on a vu se développer. Mais du côté démocrate, il y a eu cette envolée progressiste, en particulier à partir de 2019, 2020 pendant Black Lives Matter et qui n'a aucune réalité parce que la seule manière de gagner aux États-Unis, c'est de faire basculer un à un ces États avec des voix à 10 000 voix près, 20 000 voix près, 40 000 voix près, ce qui sclérose terriblement la conversation politique. Il n'y a plus de grands mouvements et donc on est face à un 50-50. Là, on ne sait pas qui peut l'emporter alors que ce sont 2 visages entièrement différents de l'Amérique. Mais dans tous les cas, il manque quand même du dynamisme politique aux États-Unis. Alors, à propos de dynamisme, et vous l'avez évoqué à l'instant, Armelle, la fameuse question de l'âge du capitaine. Ils ont chacun 4 ans de plus qu'en 2020, 77 pour Trump, 81 pour Biden. Ils ne cessent de s'invectiver sur leur âge respectif et leurs absences supposées. On ne va pas y revenir dans le détail ici, mais la question qui m'intéresse ce matin, alors que vous le disiez, un tiers des Américains, c'est ça, à peine votent pour la présidentielle. Est-ce que... moitié. La moitié des Américains qui votent pour la présidentielle. Est-ce qu'au final, ce thème de t'es plus vieux que moi, t'es encore plus mal que moi, ça ne pourrait pas leur coûter à tous les deux sur le taux de participation et surtout celui des plus jeunes? Oui, et puis ça dit beaucoup de choses aussi sur le pays. À un moment donné, quand on se réfugie, il y a 2 clivages qui sont tout le temps très parlants en politique. C'est quand on se réfugie soit dans le jeunisme absolu, soit quand on se réfugie vers des personnes qui sont avec un certain âge. Parce que finalement, quand vous avez 2 candidats quand même ça, qui ont plus de 75 ans, c'est que vous avez un manque de renouvellement. Vous avez aussi un patriarcat, j'allais dire, extrêmement important. Et c'est ça qui aussi est assez parlant aux États-Unis, c'est que finalement, vous ne voyez pas qui est-ce qui va pouvoir ramener quelque chose d'un peu neuf. Parce que, par exemple, aujourd'hui, vous avez des républicains qui n'ont pas envie de voter Donald Trump, qui ont envie de voter Nikki Haley ou qui ont envie de voter complètement autre chose. Et finalement, derrière, qu'est-ce qui peut les faire rêver d'autres? Est-ce que leurs voix iront chez un Biden?
Biden, parce que vous avez un choix démocrate, peut-être, pour un certain nombre d'entre eux, mais ça sera un choix extrêmement raisonné, parce qu'il leur manque effectivement la fringance, il leur manque quelqu'un qui soit original, qui apporte aussi une vision de sa société du moment, qui du coup change un peu les donnes. Et chez les démocrates, vous avez la même chose, c'est que finalement ce parti s'est éteint parce que vous avez un homme qui maintient le parti depuis très longtemps et qui, je le disais, est issu effectivement d'un système, parce qu'on voit bien qu'au niveau des mentors ou des conseillers, on a quand même tout un système de personnes qui sont les mêmes depuis un certain nombre d'années. On voit même sur la question de l'Ukraine, on voit aussi la politique de Madeleine Albright qui était quand même sous Clinton, qui se met aussi en place, etc. Donc on a toute cette logique-là. Donc évidemment que pour les jeunes Américains, ça peut poser question. Et évidemment que ça peut leur donner ne pas envie d'aller. Mais je dirais que c'est ça qui est le plus fascinant sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est le nouveau monde, c'est là où il y a les idées, c'est là où il y a la Silicon Valley, etc. Et finalement, on se retrouve avec des candidats qui sont âgés, qui n'ont pas des idées très neuves, et on ne se retrouve pas avec une alternative. On parle quand même, Célia Belin, rapidement, parce que je voudrais qu'on parle du fond de la campagne, de la première puissance mondiale, dont on ne sait pas si l'un des candidats à la présidentielle peut physiquement, je parle de Joe Biden, tenir et jusqu'à l'élection et jusqu'à la fin d'un éventuel second mandat. Oui, on ne sait pas. On ne le sait pas, honnêtement, on ne le sait jamais. En réalité, les accidents peuvent toujours arriver à tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une impression générale de dégénérescence de Joe Biden, peut-être un peu accélérée au cours de cette dernière année en particulier, mais qui est globalement physique, qui est un peu dans sa diction, etc. Alors que, évidemment, ses conseillers, les gens qui sont proches de lui, mais aussi des journalistes indépendants, disent il n'y a clairement pas de problème cognitif. Joe Biden est vraiment en charge des affaires de l'Amérique. Et donc, on ne veut pas non plus, il ne faut pas faire du jeunisme autour de Joe Biden. Ce que ça représente, c'est plutôt le problème du renouvellement générationnel. C'est comment incarner. Il y a un problème d'incarnation aux États-Unis et aussi un problème de vision pour l'Amérique. On se souvient que Barack Obama, en 2008 et en 2012, donne une vision positive, optimiste de l'Amérique, le changement, le renouveau, etc. Depuis 2016, on a un candidat républicain qui parle, vous vous souvenez en 2016, du carnage américain, qui est extrêmement pessimiste, qui fait toujours des visions extrêmement noires. Encore cette nuit, Donald Trump a parlé de sa vision sombre d'une Amérique qui sombre sous le leadership de Joe Biden. Et de l'autre côté, en fait, les démocrates font la même chose. Donc, en 2016, c'était vraiment glauque. En 2020, pareil. En 2024, on arrive... C'est pas possible comme ça. 3 élections d'affilée où on ne dit pas c'est un renouveau, c'est fantastique, vous voyez, l'Amérique optimiste, etc. Et aussi un effet rassemblement. Joe Biden l'a fait un tout petit peu en 2020, l'effet rassemblement en disant je vais restaurer l'âme de l'Amérique. Il a globalement échoué sur la restauration de l'âme de l'Amérique. Donc maintenant, c'est un vote pour la vision noire de Donald Trump, féroce et prédatrice, ou alors un vote barrage. C'est pas enthousiasmant. Ouais. Alors, la bataille du récit, justement, qui la gagnera des deux. Donald Trump essaie d'emmener Joe Biden sur son thème de prédilection, celui qu'il a déjà usé et en 2016 et en 2020, celui de l'immigration. On va en voir quelques images de ce débat et notamment de cette accusation de Donald Trump à l'égard de Joe Biden d'avoir fait de la frontière sud-américaine avec le Mexique une passoire. C'est ce que nous raconte Cécile Galuccio et on continue notre discussion juste après. Lors de son premier mandat, il avait interdit aux ressortissants de 7 pays musulmans d'entrer sur le territoire américain. Donald Trump avait aussi comme projet de séparer des milliers d'enfants de leurs parents entrés illégalement. Il avait surtout donné un coup d'accélérateur à la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique. S'il est réélu, il promet d'aller encore plus loin dans la lutte contre l'immigration clandestine et de se démarquer encore plus de Joe Biden. D'ici à ce que ce type quitte ses fonctions, nous aurons, à mon avis, 18 millions de personnes dans notre pays qui ne devraient pas être ici. Ils viennent de prisons et d'institutions psychiatriques. Ce sont des terroristes. Nous allons en payer le prix. Il s'agira de la plus grande déportation de l'histoire de notre pays. Et nous n'avons pas le choix. L'ancien président l'assure, si deuxième mandat il y a, il facilitera les transferts massifs de millions d'immigrés, tout comme l'avait fait dans les années 50 le président Eisenhower. Ce dernier avait lancé la plus grande opération d'expulsion de latinos de l'histoire américaine, plus connue sous le nom d'opération Wetback. Aujourd'hui, on estime à 11 millions le nombre de personnes vivant illégalement aux États-Unis. 7 millions sont connus du gouvernement fédéral. Alors avec ses conseillers, Donald Trump a un nouveau plan, encore plus brutal.
Il s'agit d'une entreprise tout aussi importante, audacieuse et ambitieuse que la construction du canal de Panama. Le président Trump a esquissé un plan qui prévoit la construction de camps de transit à grande échelle près de la frontière, très probablement au Texas. Il a également promis de mettre fin au droit du sol, une mesure contraire au 14e amendement qui indique que toute personne née aux États-Unis est un citoyen américain, quel que soit le statut de ses parents. De son côté, Joe Biden, qui a bien compris que la question migratoire était un enjeu majeur de l'élection, a demandé aux républicains de soutenir son projet de loi sur la sécurité des frontières. Donald Trump a refusé. Il veut que l'immigration soit son thème de campagne. Voilà, Donald Trump qui veut faire de l'immigration son thème de campagne. Armelle Charrier, Joe Biden, on le disait, veut rester sur la question de la défense des droits fondamentaux, de l'état de droit. Mais là aussi, on est encore dans des thèmes de campagne qu'on a déjà entendus il y a 4 ans, il y a 8 ans. Assez peu de renouvellement. Assez peu de renouvellement et surtout de la part de Donald Trump qui finalement voit vraiment cette occasion comme le fait de pouvoir aller plus loin sur ce qu'il a déjà commencé. En fait, on est dans une logique de continuité dans sa façon de voir les choses. Donc sur la question de l'immigration, elle est évidemment centrale puisque la construction du mur avec le Mexique, avec la question de pouvoir rentrer, etc., était absolument capitale. On a eu de la part de Joe Biden la volonté à un moment donné d'y répondre et de tendre davantage la main. Et puis après, il y a des réalités économiques qui se sont mis en place et on a les républicains qui ont aussi pris cette question du mur avec le Mexique comme, j'allais dire, ils l'ont pris comme otage par rapport ensuite au budget qu'on pouvait verser sur l'armement ukrainien. Donc on se resserre toujours de cette question de l'immigration de façon assez forte, oui. Il y a quand même une histoire de bilan entre Joe Biden et Donald Trump. Quel est le bilan économique de Joe Biden? Est-ce qu'il peut le prévaloir aujourd'hui comme un argument de force? Et puis sur la question migratoire, Donald Trump avait promis un mur total à la frontière avec le Mexique. Force est de constater qu'il n'est quand même pas allé au bout de son projet. Pas tout à fait, en tout cas. Dire, qui aujourd'hui demande des comptes et à l'un et à l'autre vraiment sur les promesses et sur le bilan? Alors, ce sont 2 présidents sortants, donc qui ont tous les 2 un bilan, en effet, où on peut s'en revendiquer, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a normalement un challenger qui essaie de dire « moi, je ferai différemment ». Là, on peut regarder, mais il s'est passé quand même quelque chose de fondamental dans la présidence de Donald Trump, c'est qu'il y a eu le Covid, qui a été un coup d'arrêt absolument monstrueux, énorme au niveau économique, qui s'est traduit dans une disruption économique, une destruction d'emplois absolument massive. Ça a été très différent de la manière, de la gestion était très différente de la France, où on a soutenu les postes existants. Aux États-Unis, il y a une destruction d'emplois, mais il y a eu un influx d'argent qui est arrivé directement sur le compte des Américains. Et donc, les Américains ont vécu ce moment comme un grand moment de rupture. Et donc, quand ils pensent aux années Trump, ils ne pensent pas à ces années-là. A-t-il bien géré la crise Covid, qu'il n'a pas tellement bien géré? Ils se disent, c'était les 2 années d'avant, qui étaient super. Et c'est un peu un effet nostalgique, on oublie l'accroissement des inégalités, etc. Mais de fait, la croissance ronflait assez fort à ce moment-là, dans les 2 années précédentes. Et donc, c'est ça le bilan économique de Donald Trump, c'est de dire, ah oui, quand tout allait super bien, ça allait super bien. Quand Joe Biden a récupéré un pays... Et quand Joe Biden, lui, a récupéré un pays qui avait vécu la crise Covid et qu'il a redressé tout cela, ça lui est pas tellement mis à son crédit, puisque l'année dernière, il y avait une inflation très, très forte. Aujourd'hui, il y a un chômage très bas, une inflation maîtrisée. Mais entre-temps, ils ont vécu l'année 2023, qui a été particulièrement difficile. On peut revenir aussi sur les questions étrangères, mais le bilan, en tout cas, est mis en procès davantage le bilan Biden, puisque personne ne conteste ou ne va pas sur le terrain de discuter le bilan de Donald Trump. Je pense que les démocrates vont finir par le faire. Il y a un moment, il va falloir aller décortiquer tout ça. Et sur le mur, comme c'est un échec, l'immigration de cette administration, l'administration Biden n'a pas réussi à proposer un plan sur l'immigration, n'a pas réussi à contrôler des flux qui se sont avérés assez massifs, surtout en fin d'année dernière. Et a beau défendre les droits fondamentaux, ce qui doit en être, n'a pas de bilan très positif. Alors même si le mur n'a pas été construit en entier, au moins
Donald Trump, il est une sorte de solution Oui, puis à tout. il a le slogan, quoi, le slogan fourre-tout. Armel, en quelques secondes, et puis il y a depuis quelques mois la crise au Proche-Orient, bien sûr, on l'évoquait. Joe Biden sur une ligne de crête sur ce sujet-là, vis-à-vis de ses propres électeurs. Oui, surtout que si c'est en quelques mots, il faut rappeler que c'est après la guerre en Ukraine. Donc c'est ça aussi qui a coûté beaucoup d'argent, évidemment, aux États-Unis en politique étrangère. Et cette crise au Proche-Orient qui est pour lui très compliquée à gérer parce que les États-Unis doivent soutenir Israël. C'est leur seul allié au Moyen-Orient. Et c'est eux qui fournissent des armes et surtout de l'armement sur lequel Israël ne pourrait pas continuer cette guerre. Mais en même temps, il voudrait aussi arrêter cette guerre qui maintenant a pris des proportions incroyables. Et Netanyahou n'a pas envie de l'arrêter. Donc là encore, c'est un vrai challenge à gérer pour Joe Biden. Merci beaucoup Armel, Célia Belin. Vous restez avec nous, on va se retrouver juste après la pause pour la suite de cette discussion. Dans Parlons-en, à tout de suite. 10h30 à Paris, on poursuit notre discussion quelques heures après la fin du Super Tuesday aux États-Unis. Toujours avec vous, Célia Belin. Merci encore de nous accompagner ce matin. Vous êtes directrice de l'ECFR, spécialiste des États-Unis, et quelqu'un que vous connaissez bien sûr, Elisabeth Alain. Bonjour Elisabeth. Bonjour Pauline. Vous êtes venue nous parler du feuilleton qu'on retrouve toute cette semaine dans Paris Direct, consacré à cette élection américaine. Avec Johanna Coquerel, Jenny Godula, Fanny Allard, vous êtes allée en Floride, vous en rentrez tout juste, dans vos valises, vous en avez rapporté 5 reportages. Dans un instant, on va s'intéresser au Front conservateur qui s'organise en vue de reprendre la Maison-Blanche au mois de novembre. Vous avez enquêté, Elisabeth, sur la façon dont les Républicains préparent la riposte, non pas depuis 2 mois, mais depuis l'élection de Joe Biden. Effectivement, au moment où on a commencé à travailler ce tournage, on s'est longtemps demandé dans quel état aller tourner, aller enquêter. Et c'est vrai qu'on s'est arrêté à plusieurs reprises sur la Floride, alors que la Floride ne participe pas au Super Tuesday, donc c'est vrai qu'on hésitait. C'est dans quelques semaines. Ce sera le 19 mars, donc la semaine prochaine. Mais la Floride est devenue un bastion conservateur, c'est carrément le fief des Républicains. Alors, il y a plusieurs explications à cela. C'est un État où il fait bon vivre, les affaires sont florissantes, la fiscalité est particulièrement attractive, mais depuis la pandémie de Covid, et l'appel d'air créé par Ron DeSantis, le gouverneur de l'État qui est donc candidat déchu pour cette nomination républicaine, il a levé toutes les restrictions sanitaires et ça a créé un véritable appel d'air. Il y a des milliers de républicains qui sont venus s'installer là-bas. Donald Trump est d'ailleurs fait partie de ces gens-là. Il avait sa résidence secondaire Mar-a-Lagos qui est devenue sa résidence principale après sa défaite en 2020. Et donc voilà. C'est un État qui est rebaptisé Trumpland. On est allé à la rencontre de ces conservateurs et on s'est en particulier intéressé à une communauté dont on parle beaucoup en temps d'élection. C'est la communauté latino qui est, alors on le dit à chaque fois, c'est vrai, déterminante en temps d'élection, mais ça sera peut-être plus que jamais le cas cette fois, parce que d'ordinaire, les latinos sont tournés vers le camp démocrate. Et là, les derniers sondages disent absolument tout le contraire. Ils sont en train de se tourner vers le camp républicain. Alors, on va peut-être regarder pourquoi. On a rencontré deux républicains, donc 2 latinos, une républicaine de toujours, et puis un cubain qui a toujours été démocrate, mais qui en 2016 a fait la rencontre, c'est comme ça qu'il nous le dit, de Donald Trump, qui a été complètement ébloui. Il lui voue un culte, carrément. Regardez ces 2 profils, et puis on va peut-être en reparler juste après. Depuis son garage où est installée sa chaîne YouTube, Alex Otaola a réussi à s'imposer en quelques années comme une voix latino incontournable. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Feliz miércoles. Se abren las puertas del rancho anticomunista del chisme. Y hemos comenzado. Hola, Otaola, con Alex Otaola. L'influenceur qui a fui Cuba en 2003 s'adresse 5 jours sur 7 en espagnol à la communauté hispanique. 5 heures quotidiennes de live pour commenter l'actualité et appeler ses abonnés à soutenir Trump. Qu'est-ce qui vous plaît tant en lui ? J'aime tout. Il a du succès, il ne s'est pas engagé en politique pour gagner de l'argent. J'aime que ce soit un entrepreneur, un père de famille qui place l'Amérique en premier, un patriote. Et un peu provocateur comme vous. Peut-être que c'est aussi ce que j'aime chez lui. Plus qu'un simple agitateur, l'influenceur d'opinion figure depuis le début d'année sur la liste des terroristes dressés par Cuba. Un incitateur à la violence pour la Havane, une voix critique que le régime voudrait faire taire, selon Alex. Ce personnage haut en couleur se définit comme un démocrate de la première heure. Mais en 2016,
il va se tourner vers Donald Trump. Quand j'ai vu que Jill Biden est venue visiter la Havane pour apprendre du système de santé de la dictature cubaine, je me suis rendu compte que le Parti démocrate ne représentait pas les véritables valeurs de notre nation. En relançant le réchauffement diplomatique avec Cuba, Joe Biden ne s'est-il pas coupé d'une partie de son électorat? Convaincu que oui, Alex nous dépeindra à la façon des Trumpistes un Joe Biden en dangereux socialiste, un Donald Trump en victime de persécutions politiques. Quand on a vécu sous une dictature et qu'on sait ce dont sont capables ceux qui veulent se maintenir au pouvoir, on voit qu'il y a clairement une persécution politique contre Donald Trump. Dans les pas de son icône, Alex Otaola vient lui aussi de se lancer en politique. Il affrontera en août prochain la maire sortante démocrate de Miami-Dade County. L'issue de ce match local fera office de précieux indicateur à seulement 3 mois du grand rendez-vous présidentiel. Fanny Lopez, elle, n'a aucune ambition politique. Son enjeu du quotidien est surtout économique. Ça, c'est les boucles d'oreilles, plaquées or. Cette mère de 2 enfants, latina elle aussi, a lancé son activité en 2020. À l'époque, le succès est immédiat. En plein Covid, les Américains consomment largement en ligne. Seulement ces derniers mois, son chiffre d'affaires a considérablement chuté. L'économie allait mieux sous Donald Trump. Donc je pense que oui, mon business se porterait mieux s'il revenait au pouvoir. En ce moment, les taux d'intérêt sont élevés, l'inflation est dingue, et les gens sont inquiets de ce qui va se passer. Donc ça impacte leurs dépenses. Ce genre de discours est aujourd'hui récurrent chez les soutiens de Donald Trump. À l'inverse, côté démocrate, le bilan économique s'est imposé comme un argument de campagne. Mais dans les faits, l'embellie tarde à se faire sentir. Toutes mes dépenses ont augmenté. Les frais de livraison, le prix des colis, le prix de l'essence, les loyers. L'économie, un argument parmi d'autres. C'est aussi sur le thème de l'immigration que Donald Trump remporte en 2020 l'adhésion des Latinos de Floride. Je crois que nous sommes d'accord avec lui sur l'immigration. Beaucoup de monde trouve ça étrange pour des Latinos, mais nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité de vivre ici. Nous accueillons les nouveaux arrivants, mais ceux qui arrivent légalement. Il y a plein d'illégaux qui pensent que par le simple fait d'être là, ils ont des droits, juste parce qu'ils sont ici. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. En à peine 2 ans, ce soutien des Latinos a ici changé la donne. Historiquement démocrate, Miami-Dade, le comté le plus peuplé de Floride, est passé républicain lors des dernières élections de mi-mandat. En novembre, Donald Trump espère transformer l'essai en séduisant bien au-delà des frontières de l'État. Voilà, Elisabeth. Alors, est-ce que ça veut dire que les démocrates de Floride, mais les démocrates en général, doivent faire le deuil de cette communauté latina qui leur a été fidèle pendant si longtemps? Alors, ça, c'est une vraie question qui se pose. On est évidemment allé à la rencontre de la communauté démocrate. Ça sera l'objet de notre nouvel épisode. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous. Ce sera à 14h dans le Paris Direct. Comment les démocrates qui, face à la caméra, s'affichent effectivement très confiants. Biden va être réélu, il n'y a aucun problème. Dès qu'on est en off, dès qu'on est en coulisses, on sent l'inquiétude, mais on nous le dit carrément, on a très peur d'un retour de Donald Trump en novembre prochain, et même pire, on y croit. On voit dans les bastions, alors là on était en Floride, que ce soit le soir, le matin, la journée, tout le monde s'organise pour essayer de mobiliser un maximum d'électeurs, parce qu'aux États-Unis, vous l'avez peut-être déjà dit ici en plateau, mais il faut s'inscrire sur des listes avant d'aller voter. Si vous n'êtes pas inscrit au préalable, ce ne sera pas possible. Donc on essaye de convaincre les voisins, les amis, les fidèles. Les démocrates, ils portent peut-être une part de responsabilité dans le fait que les latinos sont en train de se détourner vers les républicains. C'est vrai qu'ils ont considéré peut-être
peut-être la communauté comme un peu trop acquise. Ils ont délaissé les campagnes, les banlieues ces dernières années. On l'avait vu aux midterms. Et là, c'est vrai que dans la dernière ligne droite, ces derniers mois, ils ont réinvesti à coups de dollars, notamment en faisant des publicités en espagnol, en essayant de séduire cette communauté. Ils ont notamment désigné une candidate latina pour le Sénat, parce que pendant ces primaires, on désigne aussi les candidats possibles pour les postes de sénateurs. Ils essayent de parler à cette communauté parce qu'ils ont bien compris qu'elle serait cruciale en novembre prochain. Et donc, vous verrez comment ces démocrates s'organisent dans la crainte, en essayant de rester confiants malgré tout. Merci beaucoup Elisabeth, on vous retrouve à partir de midi dans Paris Direct avec vos invités et vos chroniqueurs. Célia Belin, pour rebondir sur ce qu'on venait de dire, sur ce qu'Elisabeth vient de dire, c'est peut-être aussi effectivement une chose importante, spécifique à ce scrutin-là, ce basculement de la carte électorale américaine. Oui, ce qui surprend le plus en ce moment les instituts de sondage, c'est le fait que des communautés qu'on considérait relativement acquises à Joe Biden, que ce soit les jeunes, les Noirs américains, les Latinos n'ont jamais été aussi fortement démocrates que les Noirs américains, mais avaient de grandes proportions et avaient tendance à ne pas voter tout de même en majorité pour les républicains. Ces trois communautés ont démontré leur intérêt, leur attrait pour Donald Trump et ne constitue pas, la large majorité reste dans le camp démocrate, mais ce sont ces quelques pourcentages de points qui basculent du camp démocrate vers le camp républicain qui comptent énormément. Et alors, la Floride, ça fait longtemps que c'est perdu. La Floride, maintenant, est un État républicain. Les démocrates n'envisagent pas de le récupérer, mais ça compte sur le Texas, qui reste un État très républicain, mais que depuis des années, les démocrates se demandent s'ils pourraient la transformer, et ça ne fonctionne pas avec ce vote latino qui retourne vers les républicains. Et puis, dans d'autres États très importants, comme l'Arizona, par exemple, qui est on dit un État violet, parce qu'il peut être à la fois bleu ou rouge, il peut être à la fois démocrate ou républicain, et qui, si le vote latino dans cet État bascule de quelques points de nouveau vers le vote républicain, ce sera perdu pour les démocrates. Il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé. On évoquait tout à l'heure les âges respectifs de Joe Biden et de Donald Trump. Il y a une autre incertitude, et c'était évoqué à l'instant dans le reportage d'Elisabeth Alain, c'est le parcours judiciaire de Donald Trump. Il y a 4 procès qui l'attendent au moins dans les mois à venir. Le premier, c'est dans l'affaire Stormy Daniels, même si l'affaire est plus large que ça, mais disons, on peut la résumer comme ça. Falsification présumée des comptes de campagne. Viendra ensuite le procès des documents classifiés. Et bien sûr, le fameux procès autour de l'attaque du Capitole, dont on imagine qu'il aura lieu finalement après la présidentielle. Instinctivement, on pourrait penser que la menace de ces condamnations pour Donald Trump pourrait, bien sûr, jouer défavorablement sur les intentions de vote en sa faveur. C'est pas le cas ? Non, en fait, ce qui s'est produit, ce qu'on a constaté au cours de l'année 2023, c'est qu'à chaque nouvelle mise en examen de Donald Trump, en réalité, le soutien à Donald Trump a augmenté au sein, dans le camp républicain. Il y a un an, Donald Trump était en bien moins bonne position, et ce pour 2 raisons. D'abord parce qu'il était entaché de ce qui s'était passé quand même au Capitole, avec de très nombreuses condamnations pour les supporters qui ont effectivement cassé, pillé le Capitole, que beaucoup d'entre eux se sont retrouvés en prison, et donc tout le monde s'interrogeait sur comment est-ce que ça va rejaillir sur Donald Trump. Et puis parce que les élections de mi-mandat avaient emmené une petite victoire républicaine, mais très, très, très marginale. Et finalement, une grosse déception pour les républicains, et en particulier pour les candidats trumpistes, les candidats les plus radicaux, qui, le plus souvent, ont perdu. Donc, Donald Trump, il y a un an, il y avait des incertitudes, et on parlait beaucoup du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, pour éventuellement être le candidat. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ces mises en examen successives dans les 3 affaires que vous avez citées, plus en Géorgie, aussi sur la question de la perversion de la démocratie. Et là, à chaque fois, on a eu le phénomène inverse de ce à quoi on pouvait légitimement s'attendre, qui est qu'il y a eu un rassemblement des soutiens républicains autour de Donald Trump. Même Ron DeSantis, son challenger principal, était obligé de dire « Non, mais là, je soutiens Donald Trump ». Ça a été le cas pour la base électorale. À chaque fois, il a gagné peut-être 10 points de plus, jusqu'à consolider à 80-90% comme ça ce soutien des républicains au sein de son camp, et qui a amené les résultats de cette nuit d'un Donald Trump qui revient en toute gloire.
il y a une petite partie des républicains, quand on les interroge, qui disent si jamais il est en prison d'ici au mois de novembre, quand même, j'aurais du mal à voter pour lui. Mais maintenant, avec le calendrier judiciaire, il ne sera pas en prison. Quoi qu'il arrive, il ne sera pas en prison. Il sera peut-être même pas condamné. Le procès n'aura peut-être même pas eu lieu. Ça a pris du retard. Et donc, Et une fois qu'il est président, je crois que ça ne comptera plus. Et la boucle est bouclée, donc l'affiche, a priori, d'ici le mois de novembre, ne bougera pas. Merci infiniment, Célia Abelin, d'être venue ce matin, nous avoir accompagnés pendant toute cette longue discussion, directrice de l'ECFR, spécialiste des États-Unis. Merci encore et à très bientôt.